Eh bien, j'ai le plaisir de vous proposer ce soir à l'Arobase, le restaurant dîner-spectacle du Casino Batelière Plaza, les experts automoto de la bande AJM. Yes, man. Mesdames et messieurs, dorénavant, tous les 15 jours, vous pouvez, le mardi soir à l'Arobase, dîner avec Orlane, la diva du zouk. Elle est à droite, Orlane. Franchement, bravo à elle. Vous pouvez dîner personnellement avec Éléonore Théodose. Personnellement, carrément. Je peux dire que moi, j'essaye depuis 2 ans, j'y arrive pas. Vous pouvez dîner avec Andrea Tufano. On peut l'applaudir bien fort, la petite Marseillaise. Et vous pouvez dîner avec Vanille Lemouliec. On peut l'applaudir bien fort. Bonsoir. Elle revient dans 20 minutes. Oui, merci, merci Jimmy. Elle était à table, elle a disparu. Je sais pas où elle est, Vanille. Non, c'est moi qui l'ai. Elle mange des frites. C'est des bêtises. Et vous pouvez dîner personnellement avec Yona Namrit. On peut l'applaudir bien fort. Moi, je vous en prie. Et bien sûr avec Jimmy Thomer. Yes, un des plus beaux mecs sans doute de toutes les Antilles confondues, on peut le dire, véritablement. Ah, il est bien entouré, là. Là, il est dans son élément. Ah, j'avoue, là, je suis bien entouré, je suis ravi. Bon, c'est normal, c'est logique. Les choses, elles sont comme elles sont, il faut les dire. Point barre. Quand c'est beau, quand c'est moche, c'est moche. Voilà. Et puis, bien sûr, Éric Rouget, qu'on retrouve dans un petit moment. On peut l'applaudir aussi bien fort, si vous êtes d'accord. Et si vous aimez les jeunes hommes sveltes, plutôt musclés, alors vous pourrez dîner avec JM de la bande AJM, qu'on peut applaudir bien fort. La JM. J'ai eu un espoir. Et aucun mensonge, d'accord. Faudra changer de paire de lunettes. Et oui, le grand talk show automoto et des nouvelles mobilités s'installe à l'Arobase. Merci au Casino Batelière Plaza et à Thierry de Crescenzo et toutes ses équipes de nous faire confiance. Notre émission ne change pas. Elle persiste et signe dans son concept de recevoir et donc de présenter tous les gens qui composent la société martiniquaise, des artistes, ses écrivains, ses journalistes, ses chefs d'entreprise, ses talents divers et si variés pour parler, agir et changer parfois, Orlane, notre approche du monde qui nous entoure et le rendre meilleur. Toi qui voyages beaucoup, non? C'est pas vrai? Oui, c'est vrai. C'est ce qu'on essaye de faire. Oui, c'est ce qu'on essaye de faire, en effet. On y arrive. Alors, Orlane, on la voit super sur les réseaux sociaux, on la voit de partout, dans tous les pays du monde. Et surtout avec plein de Elle a une vie personnalités. extraordinaire, cette femme. Attends, avec toutes les personnalités aussi Et qu'elle toutes les rencontre. personnalités. Oui, non, écoute, ça fait 30 ans que je fais ce métier et je trouve que c'est plutôt satisfaisant de se dire qu'on est toujours là, toujours demandé comme ça, un peu partout, surtout en dehors de la Martinique. C'est C'est un exceptionnel. petit chat. C'est chouette. Alors, Un petit chat en vadrouille, toujours. Oui, c'est vrai, je suis un peu partout là. Mais là, je suis là pendant une semaine, c'est déjà pas mal. Ouais. Ouh, là, on est chanceux. Attention, Non, mais- tu risques de te lasser. Orlane, Non, on honnêtement, peut te ça suivre me sur fait quoi? plaisir. Sur Instagram, par exemple? C'est quoi ton Instagram? Ton Insta? Alors, Zouk. c'est Zouk Orlane, je crois. Ouais. Voilà. Arrobas Zouk Orlane. Orlane, voilà. Moi, je suis dessus, mais je sais même pas comment. Très Alors, présente sur Facebook. on vient de me dire qu'il faut être sur TikTok. Oui, non, Ouais, bah il non, faut être sur justement, TikTok. pas sûr, pas sûr. Ah oui, là, pas c'est sûr. là, c'est peu le bizarre. nouveau level. C'est ça. pas obligatoire. Voilà, il faut y aller. C'est pas une présence J'étais obligatoire. mag, on est TikTok. parti de TikTok. C'était plus en accord avec notre déontologie, honnêtement. Il y Ah avait bon trop de choses bizarres et pas très sympathiques. Ouais, mais tu sais, Nous, des on trucs s'est arrêté. bizarres, il y en a C'est honnête. partout. C'est Mais très pour- jeune, pour les c'est un artistes, audimat qui est ouais. très jeune aussi, TikTok. Attention, Ouais, non, mais c'est dans, un peu le dans le milieu de la musique, si tu veux, c'est vraiment. Il paraît que c'est très porteur. Oui. Donc, du coup, j'ai ouvert un compte TikTok, puis voilà. Oui, Bah, pourquoi pas? Maintenant, ça s'ouvre. De toute façon, en tant qu'artiste. Oui, exactement, aussi. Oui, bon. Ouais. Vous savez qu'on n'a même pas fini la présentation de l'émission tellement qu'on est bavard. Voilà. Donc cette émission, pour finir, est produite par gtmag.fr. Elle est diffusée tous les vendredis soirs à 19h. Vous le savez maintenant sur Maxi Martinique et en simultané vidéo sur www.gtmag.fr. N'est-ce pas, Andrea? Exactement, Eh je bien, confirme. alors. Tu n'as pas fait d'erreur, on peut continuer. C'est bon. Exactement. On a quelques partenaires en dehors de l'Arobase. Donc merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane, merci à Speedy Martinique et à Joe Magazine. Enfin, merci à toute l'équipe de l'Arobase de proposer ce dîner-spectacle tous les 15 jours avec la bande AJM. On est même présent sur le panneau extérieur. Je sais pas si vous avez Non, ça vu. y est, l'effet un peu star. Hein. C'est exceptionnel. Moi, je me suis arrêté en plein rond-point tout à l'heure. C'est trop marrant. Il y a plein de gens qui klaxonnaient. Je dis, mais attendez, je prends une photo de moi en plus. Bah, tu te rends compte. Alors, Cet effet star. Torse nu. Torse nu. Allez, ce soir, Orlane nous présente et reçoit Marilyn Malmain, auteur, compositeur, interprète. On peut l'applaudir bien fort. Rendez-vous Siennement ou Tessav, entre autres. Elle interprétera pour nous, notre public de l'Arobase, pour nous et notre public de l'Arobase. Eh bien, rendez-vous, son titre.
On est super contents. L'un de mes titres. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à toi. T'inquiète pas, Bienvenue. on va te donner la place et le micro, je te rassure. On est encore dans la présentation de l'émission, c'est pour ça que tu parles pas encore. Mais tu vas parler, je te rassure. Vanille Lemouliec recevra juste après Émeric Alexandre, créateur de Studizy, le fameux Studizy, n'est-ce pas, Léonore? Une agence qui favorise la mise en relation des étudiants post-bac, post-licence avec les écoles qui peuvent les intéresser. C'est en Martinique que ça se passe. C'est plutôt intéressant. Ils ne font pas que ça, mais ils font ça en particulier. Nous parlerons contrôle technique avec Éric Rouget et son invité, Bip Bip Location de moto, et Éric Malody, donc son gérant. Enfin, Yona Namrit recevra Xavier Simacourbe, président du collectif Web Monster, collectif de 500 développeurs ultramarins. On parlera cybersécurité, mais pas seulement. Donc, il s'est passé des choses ces temps-ci, donc tu nous en parleras avec plaisir. Oui, totalement. Alors, on va découvrir plein de pépites locales autour du numérique. Super. Et c'est ce qu'on veut aussi dans cette émission. On veut du local. C'est pour ça qu'on est à l'arobase aussi, véritablement. Orlane, je te laisse les premiers mots, mais on reçoit quelqu'un qui plaît. Oui, alors Marilyn Malma, c'est une professionnelle de la musique depuis très longtemps, depuis des années. C'est quelqu'un que tout le monde connaît, nous la connaissons tous les artistes, les techniciens. Marilyn avait un studio de répétition il y a 25 ans. Quand je suis arrivée ici, on allait répéter chez elle. Et c'est quelqu'un qui a travaillé avec tous les artistes de la Martinique, de la Guadeloupe. Elle a fait beaucoup de travail de chœur et elle a sorti un gros tube dans les années 80. Et puis aujourd'hui, elle revient avec l'envie vraiment très forte de faire ce métier. Aujourd'hui, en 2022-2023, voilà, ça y est, elle a décidé de revenir dans ce métier de la musique qui est si difficile. Et vraiment, je crois que vraiment, il faut saluer ce courage aujourd'hui. Mais c'est quelqu'un qui a une foi inébranlable dans ce qu'elle fait. Et elle a vraiment une belle confiance en elle et elle a vraiment une très belle voix. Donc Marilyn... Merci d'être là avec nous ce soir. C'est un vrai plaisir pour moi. Merci à vous. Et je suis ravie de te faire découvrir ce soir et ce que tu fais. Alors, tu t'es lancée dans ce métier, tu as décidé de partir dans ce métier en tant que professionnelle. Comment ça commence ? Ça a l'air de bien démarrer. En fait, moi, comme tu disais, j'ai la foi. Donc, même les choses difficiles, j'essaie d'en tirer toujours le positif. Maintenant, ça reste compliqué parce que les choses ont changé. Quand j'ai démarré à 24 ans, je crois, c'était complètement différent. Ça n'a plus rien à voir maintenant. Maintenant, on ne peut même plus sortir trop de CD. Il n'y a qu'à voir dans les voitures, il n'y a même plus de lecteur CD. Oui, c'est ça. On est d'accord. Je ne sais pas s'ils se sont ligués contre les musiciens ou quoi, je ne sais pas. Mais tout a changé. C'est plus du tout pareil. Et donc, j'essaie de me faire à ce nouveau milieu. Cela dit, j'ai pas arrêté totalement la musique parce que j'ai toujours fait des chœurs avec de nombreux groupes. Mais en tant que soliste, Malavoie entre autres. Bien sûr. Mais en tant que soliste, oui, ça y est, je me relance. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné vraiment envie finalement de revenir devant la scène en fait ? Je crois que la musique, c'est vraiment... je ne sais pas si je peux dire une maladie, mais c'est incurable en tout cas. Et même quand on veut s'en défaire, c'est difficile, c'est impossible, voire. Du coup, j'ai essayé de me satisfaire avec tous les gens que j'ai pu accompagner, tous les groupes, mais j'avais envie, moi aussi, de porter ma pierre à l'édifice, de dire... de m'exprimer autrement. En solo, et donc pendant cette longue, interminable période de confinement, je me suis mise à composer. C'est marrant, ça a réveillé beaucoup de gens comme ça qui étaient un peu, qui s'étaient un peu éloignés de certaines passions. C'est ça. Ça les a ramenés à leurs origines en fait. Exact. Donc les orchidées, la musique, enfin voilà, j'ai... Bon. Et vous, Marilyn, excusez-moi, je vous coupe un instant, mais attendez, il faut quand même qu'on aille un peu plus loin quand même dans la démarche. Parce que jeune, vous avez été technicienne son dans le studio de vos parents. Ah oui, j'ai commencé par là, oui. Donc vos parents, ils détenaient, pour aller dans le sens de ce que tu disais, ils détenaient le seul studio caribéen d'enregistrement. Et vous êtes là. J'ai fait des recherches. Vous êtes toute gamine. Vous êtes même toute timide. Je me permets d'aller plus loin. Je vais vous laisser parler. Vous êtes même toute timide. Mais vous baignez, vous êtes tombé dedans à la façon d'Obélix, en fait, dans la potion magique. Vous êtes tombé dans la musique grâce à vos parents qui étaient musiciens, grands-parents musiciens aussi. C'est ça. Donc on ne peut pas dire que vous êtes là par hasard. Vous revenez par hasard dans la musique.
Oui, c'est ça. En fait, je ne l'ai jamais quitté, vraiment. Mais c'est vrai que ma timidité m'empêche parfois d'aller au-devant des gens. Voilà. Donc, je me retiens un peu. Mais dans ce métier-là, c'est vrai que j'ai touché un peu à tout. Et j'ai commencé effectivement par la technique de son. Et j'ai eu à enregistrer, à être assistante son, en fait, sur de nombreux albums. Notamment Gilles Floro, enfin le premier Gilles Floro, c'est moi qui l'ai enregistré d'ailleurs. Ça remonte, ça remonte un peu, oui. Il y a 2-3 ans quand même. Ça fait 2-3 ans. C'était hier, ma chère. Et ouais, j'ai commencé par là. C'était juste après le bac. Mes parents espéraient que je fasse autre chose parce que je me destinais à un autre métier, plutôt médical. Et voilà, la musique m'a happée. Et donc voilà. Et votre papa était... Je continue un petit peu. Oui, vas-y. Voilà. Votre papa était pianiste. Pianiste. Vous avez même commencé un petit peu le piano. Moi aussi, oui, c'est vrai. Mais vous avez avoué dans une interview que vous aviez un instrument particulièrement intéressant pour vous, c'était la basse. Et ça reste pour vous l'instrument de base. J'adore. C'est vraiment un instrument qui me parle, ça résonne en moi, vraiment. Et j'aimerais beaucoup, beaucoup en jouer. J'ai pas pris le temps vraiment d'apprendre. J'ai commencé, j'ai arrêté. J'ai une basse, je me suis offert une basse, un ampli, enfin tout ce qu'il faut. Tout. Mais bon, voilà, de temps en temps, je gratouille. Je trouve que c'est bien, parce que la basse, en général, c'est plus des hommes qu'on voit tenir la basse, non? C'est particulier comme instrument. Oui, c'est vrai ici, mais il y a beaucoup de femmes bassistes, en fait, dans le monde. Si vous regardez oui, effectivement, les réseaux, c'est de plus en plus. Mais ça va c'est très bien. Jimmy, ça va même plus loin, parce qu'en fait, j'ai lu que vous aviez même fait des morceaux où vous supprimiez la basse. Et pour la rajouter, et pour être encore un peu plus dans le rythme, un peu plus tard, une fois qu'elle était rajoutée, justement. C'est vrai ou pas? Il a vu ça où? Il est tombé des choses. C'est fou, ça. J'ai mes entrées. Waouh. Je suis épatée. Alors, moi j'avais une petite question en ce qui concerne les échanges elle n'a pas répondu, mais... que vous avez pu avoir avec d'autres artistes. Vous êtes connu, reconnu, comme le disait Orlan, mais il vous est déjà arrivé de partager la scène avec des gens très connus aussi. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples? Orlan, Éric Virgal, Tania Saint-Val, Jocelyne Béroir, Eddy Mar, Nima Lavoie. Oui, bien sûr. Je crois que ce serait plus court de dire avec qui j'ai pas joué, en fait. Ouais, bravo. Et il y a des souvenirs en particulier qui vous ont marqué? Est-ce qu'il y a des scènes qui sont mémorables pour vous? Ah oui. Jocelyne Béroir, c'est extraordinaire d'être avec elle. C'est extraordinaire. En plus, elle réunit souvent beaucoup de têtes d'affiche, des gens qui sont experts dans ce qu'ils font. Et elle a comment dire, c'est extraordinaire de travailler avec elle, en fait. Elle est pointue, elle est carrée, elle est minutieuse sur le rendu. Et comme une autre amie, Orlan, qui, elle aussi, rigole pas avec les histoires de répétition et tout. Il faut être là, il faut être carré, il faut être à l'heure. Alors, c'est parfait, moi, ça me convient, parce qu'il faut être sérieux dans ce métier. C'est un métier, c'est pas de l'amusement. Et donc, il faut être sérieux dans ce qu'on entreprend. Et pour raconter quelque chose qui m'a marqué, j'y pense là, comme ça, c'est le premier concert d'Orlan à l'Atrium. Et elle fait un hommage à son père, à feu son père. Et tout le monde pleure. Eh ben oui. Et impossible de chanter. Et là, j'ai encore les frissons, là. Dur. Alors, l'actualité immédiate, finalement, de Marilyn Malmain, c'est quoi, finalement? Donc, on a bien compris que vous reveniez avec l'envie de sortir des titres, peut-être un album? C'est l'objectif. Alors, je ne sais pas si c'est bien vu. Et pourquoi pas? Parce que de la vie de beaucoup de musiciens, c'est plus trop au goût du jour. Mais bon, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, en fait. C'est bien d'avoir un support physique aussi, même si dans les voitures, il n'y a plus de lecteur CD. Je pense que on gagne autant d'argent avec les plateformes, il n'y a pas de doute. Je veux dire, c'est pas sur l'aspect financier, sur l'aspect technique, finalement. Oui, aussi. Et puis, avoir une carte de visite aussi pour se présenter dans les festivals et ailleurs. Il faudrait avoir quelque chose, un support, plutôt que de dire allez télécharger par-ci, par-là. Ce serait bien d'avoir, enfin je pense que c'est mieux d'avoir un disque, un CD. Alors, vas-y. Très bien. Alors, est-ce que tu as choisi les gens avec qui tu as travaillé sur tes 2 derniers morceaux? Est-ce que vraiment tu as voulu travailler avec certaines personnes en particulier?
Ah oui. Il y a toujours, forcément une sympathie, une attirance et puis une reconnaissance des compétences des gens qu'on choisit. Ça veut dire qu'il y a Orlane qui chante avec vous? Orlane, c'est une chanteuse lead. Elle n'aurait pas pu faire mes chœurs quand même, je m'en voudrais. Si, moi, alors elle fait mes chœurs en live. Il n'y a qu'à demander, j'y arrive. Merci ma puce. Et oui, elle fait mes chœurs en live aussi. On a joué sur scène beaucoup et oui, on s'entraide. Après, sur les albums, j'espère pouvoir utiliser un petit peu tous les talents qui sont autour de moi. Donc, alors je ne vais pas me cantonner à une seule. Tu peux nous citer quelques noms des gens avec qui tu as travaillé? Ronald Tull, David Chantalou à la basse, José Zebina, batterie, Miki Telef, Jean-Luc Goinel au chœur, Suzy Trébeau. Jean-Luc Goinel qu'on a reçu, entre autres. Voilà. Et puis des violonistes aussi, Nona Lawrence, Johan Jean-Alexis, Christian Louiset à la guitare. Enfin, vraiment du beau monde pour moi. Alors, on sent que vous êtes vraiment une ambassadrice l'une des ambassadrices de la musique caribéenne, antillaise, martiniquaise. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a des artistes internationaux, d'autres styles de musique qui vous inspirent? Ah oui, bien sûr. Alors évidemment, on a eu toute la période américaine, Whitney Houston, pour ne citer que les premières qui m'arrivent. Facile à chanter. Oui, je t'interromps. Marilyn chante magnifiquement le Whitney Houston, il faut l'entendre. Hein. C'est vraiment magnifique. Hein. À chaque fois, c'est beaucoup de succès quand tu chantes. Whitney Houston, Mariah Carey, toutes ces chanteuses-là qui nous ont donné l'envie. Aussi. Et puis, j'aime beaucoup aussi la salsa, parce que mon père est musicien de la salsa. Enfin, dans ma famille en général, mes oncles aussi, ils sont pianistes tous, et ils écoutent beaucoup ça, la salsa. Donc, j'ai baigné aussi dans ce milieu-là dès toute petite. Et puis, en fait, oui, j'aime une musique éclectique. En fait, j'aime toutes les musiques, tous les genres de musique. Oui, hein. Avec, sans te couper, mais avec Madavoie, Biguine, Mazurka, Bélé, Quadri, Ray-Jean. En plus, ils sont influencés par la salsa, le jazz. Voilà. Donc forcément, ça crée un univers qui permet de s'exprimer. Caribéen, évidemment. Et ce titre-là, donc justement, Rendez-vous, comment il sort celui-là, comment il naît? Parce que Rendez-vous, c'est. Comment il naît Il y a une connotation quand même. Alors, avec qui déjà? Oui, rendez-vous avec qui? On a envie de poser la question. Rendez-vous avec qui? Rendez-vous avec l'amour, hein, comme d'habitude. C'est important. Voilà, en fait, le thème, c'est pas forcément une histoire vécue. Hein. Vous connaissez les artistes, il faut qu'ils parlent un petit peu pour ceux qui n'ont pas forcément la voix au chapitre. Et donc, il s'agit de faire revenir la flamme, en fait, dans le couple qui s'éteint tout doucement sans qu'on s'en rende compte. Ça peut arriver parfois. Pas dans tous les couples, mais ça arrive. Ça arrive. Et donc voilà, c'était ça le sujet. Donc rendez-vous pour qu'on en parle et qu'on remette les choses à plat. À plat. Eh ben, ça tombe bien, Marilyn Malmain. On pourra déjà l'applaudir bien fort si vous êtes d'accord d'être venu. Vous remercier d'être venu dans l'émission. Et puis, on va faire une petite pause publicitaire. Si vous êtes d'accord, enfin, si tu es d'accord, pour notre public-là qui dîne devant nous, eh bien, tu vas nous interpréter Rendez-vous avec un grand plaisir. On peut l'applaudir encore bien fort. On fait la pause pub. Merci à vous. À tout de suite dans 5 minutes. Vous êtes de retour à l'Arrobase, au restaurant qui se situe au Casino Plaza Batelière. Vous êtes avec les experts automoto de la bande AGM, qu'on applaudit bien fort s'il vous plaît. Et donc c'est avec plaisir qu'on vous donne rendez-vous un mardi sur 2 pour venir dîner avec nous à l'Arrobase, avec bien évidemment toute notre équipe, commençant par présenter notre reine du star, notre reine du zouk, Orlane. Yes, Orlane. On est là. Avec bien évidemment Éléonore Théodos qui suit, qu'on applaudit bien fort, bien évidemment. Non, pas le zouk, mais c'est pas grave, ça quand même. Zouk danser, reine du zouk danser. Mais bien évidemment aussi Vanille Lemouliac à mes côtés, Yona Namrit, Jimmy Tomer
Éric Rouget et bien évidemment notre pilier également, JM de la bande AGM qu'on remercie bien fort. Et Andrea Tufano. Et moi-même, merci aussi à moi-même. Voilà, bonsoir à tous. Mais surtout, un grand merci à toute l'équipe de l'Arrobase qui nous reçoit ce soir. Et comme toutes les semaines, un grand merci. Merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane, merci à Speedy Martinique et merci à Jo Magazine, nos précieux partenaires. Donc voilà, c'était vraiment un grand plaisir. Et également, merci à gtmag.fr. Eh bien, merci Andrea, c'est super. On est super content d'être à l'Arrobase ce soir. On passe réellement un bon moment. Moi, je vous rappelle 2-3 bricoles quand même avant toute chose. Et d'abord que c'est bientôt Noël, si vous êtes d'accord. Et donc, je me suis permis des cadeaux d'avoir un petit cadeau pour chacun. Oui, un calendrier de l'Avent. Un calendrier de l'Avent. Ben oui. Mais je savais que je ferais plaisir de toute façon. On voit les âmes d'enfants qui se réveillent. Et oui, parce que c'est le mois de novembre. J'espère que vous avez pensé vous-même dans votre famille. Andrea, c'est quoi, un cahier de coloriage, c'est ça Oui, en plus, oui. J'adore les calendriers d'Avent. Tu sais, ça s'appelle une Madeleine de Proust. Wow. Oui, c'est vrai, t'as raison. Voilà, alors c'est ne vous inquiétez pas pour les autres. Merci beaucoup, JM. Je suis émue. Ouais, c'est très Il y a de quoi. Et en fait, à chaque fois. Eric et Jimmy, ils sont jaloux. Alors, l'air. vous revenez tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Mais il y a une particularité dans ce petit calendrier de l'Avent, c'est qu'à chaque fois que vous allez ouvrir une petite fenêtre, c'est ma photo qui apparaît. C'est sympa. C'est pas mal quand même. C'est une bonne idée. En fait. Il commence avec un bonnet. C'est une bonne idée. Alors après, c'est à nous de choisir si on d'être commence la 25. journée avec ton visage ou alors si on se couche avec ton visage. C'est trop génial, franchement. Allez, franchement, c'est trop génial. Allez, deux bricoles pour vous dire qu'à l'Arrobase, on présente aussi d'autres spectacles. Le Café Show particulièrement, qui est nouveau sur la scène de l'Arrobase tous les mercredis soirs. Donc vous pouvez dîner et découvrir de nombreux et nouveaux talents martiniquais avec Café Show. Donc ça ouvre à 19h30. N'oubliez pas aussi les incontournables du week-end. Il se passe pas mal de choses au casino Batelière Plaza, Andrea, et non pas Plaza Batelière. J'ai fait un petit verlan, c'est pas prendre grave. l'habitude, voilà, tout à fait. Pour les incontournables du week-end, à l'Arrobase, il y a le Festival international de la clarinette et des arts. Ça commence le 10 novembre. Et ça dure jusqu'au samedi, jusqu'au lendemain. Et puis CAFCONS, qu'on a reçu dans l'émission. CAFCONS avec Nicolas et sa chérie. Et eux, c'est le 17 novembre et le 18 novembre, donc à l'Arrobase. Donc pareil, ça ouvre à 19h. Et puis le début de live, en général, c'est aux alentours des 20h30, 20h45. Donc voilà, ça c'est pour la petite histoire. On se tourne vers qui? Vers Vanny? Vanny, es-tu attentive? Oui, c'est Orlane qui me dit des bêtises. As-tu été une bonne étudiante, Vanny? Oula, oui. Et Parle bien en face de ton micro. J'étais une très bonne étudiante, mais j'ai malheureusement arrêté les études plus tôt que ce que mes professeurs souhaitaient. Mais bon, après, t'as quand on même fait les choses pour nous et puis pas pour les autres. Donc voilà, j'avais un autre chemin qui m'attendait et c'était le chemin de la vie de travailleuse. Donc, mais t'as quand même... Comment? T'as quand même été opticienne? Ah oui, mais je suis diplômée opticienne, bien entendu, mais j'aurais pu aller plus loin aussi. Et donc, cette petite transition élégamment faite par JM nous emmène à présenter mon invité du soir, donc Aymeric Alexandre. Donc, bonsoir Aymeric. Bonsoir à tous. Alors, avant de parler un petit peu, parce qu'on va parler de Studizy, donc vous devez vous demander, mais qu'est-ce que c'est si vous ne connaissez pas encore? Oui. Toi, Aymeric, quel est ton cursus un petit peu, quel est ton parcours avant d'être entrepreneur? Mon parcours, avant d'avoir créé Studizy, donc jeune antillais, je suis parti en 2014 faire mes études à Paris. Où j'ai fait une école de commerce. Donc j'ai eu une licence en finance en 3e année, puis j'ai complété cette formation par un master en business développement. Aujourd'hui, je finis un doctorat dans une école en Suisse. Et sur moi, tu as fait CE1, CE2 quand même au départ? Je crois. Si, je suis quand même allé à l'école. J'ai fait tout mon primaire, collège, lycée en Martinique, et c'est vraiment après le bac que je suis parti. J'ai fait un bac STMG. Pour moi, je trouve que c'est assez important de le dire. Et par la suite, à partir de mon master 1, dans mon master 1, j'ai commencé à faire de l'alternance. C'est chance pour moi, j'étais en alternance dans l'école dans laquelle j'étais. J'étais l'assistant en fait du directeur de l'école qui m'a formé, qui m'a tout appris sur le fonctionnement d'une école de commerce pour me proposer à la fin de mes études un CDI en tant que responsable de la scolarité de 3 écoles sur Paris,
Mais je suis resté 2 ans à peine, puisque directement après, j'ai créé Studizy en mai 2021. Et donc, est-ce que c'est tout ça qui t'a donné envie de créer Studizy ? De quoi c'est parti cette idée ? Et puis après, qu'est-ce que Studizy, bien entendu ? Cette idée est partie complètement de mon expérience. Déjà l'expérience que j'ai eue en tant qu'étudiant sur l'accompagnement, l'installation, quand on est étudiant en Martinique par exemple, et qu'on part, que ce soit à Paris ou dans une autre ville, des fois on n'est peut-être pas aidé comme il le faut. Et donc du coup, mon expérience et puis le fait de travailler aussi avec des écoles. J'étais un étudiant beaucoup dans les associations, très proche de l'administration des écoles, etc. Et donc rapidement, j'ai trouvé un attrait vraiment intéressant de me dire qu'on pouvait travailler dans l'éducation. Et puis le Covid est arrivé aussi en 2020. De base, je suis un peu un fêtard, je voulais travailler un peu dans l'événementiel, etc. Et puis j'ai trouvé une autre voie juste après. Donc le Covid a changé la donne un petit peu et un petit peu bousculé ça, mais on peut dire que grâce au Covid, peut-être que Studizy a vu le jour plus rapidement et peut-être que c'est développé d'une façon différente que ce qui aurait été le cas. Alors moi aujourd'hui, je dis merci au Covid parce que sans le Covid, je n'aurais pas eu cette idée-là ou j'aurais peut-être travaillé dans l'éducation, mais de façon différente. Et aujourd'hui, de voir tout ce qu'on est en train de créer tout autour de la boîte, surtout sur des formations distancielles. Enfin, on travaille avec plein de CFA, avec beaucoup d'écoles, etc. Et donc, du coup, pour moi, pour nous à Studizy, le Covid a été une bonne chose. Bon, on se rend compte quand même que c'est un peu dur, c'est un peu dur une bonne chose le Covid quand même. Ça n'a pas été une super bonne chose. Outre effectivement les pertes humaines, etc. Personnes, mais voilà. Ça a permis en tout cas, de notre côté. Voilà. Non, il faut penser à toutes les personnes qui ont disparu, malheureusement, et ça a été compliqué. Andrea. Non, mais c'est juste, on se rend compte au final que le Covid a été très bénéfique aussi pour certains jeunes entrepreneurs qui ont pu avoir ce temps libre un petit peu pour vraiment mûrir leur projet. Et au final, il y a vraiment eu un avant et un après, on s'en rend compte beaucoup et je trouve ça vraiment incroyable. Non, mais pour régler le problème du Covid définitivement, en fait, on peut aussi parler des choses d'une manière un peu différente. C'est-à-dire qu'en fait, ça permet de réfléchir à l'idée que dans la vie, parfois, faire une pause de 3-4 mois dans son cursus professionnel, quand on en a les moyens, surtout quand on est étudiant, qu'on a une capacité de s'arrêter un temps pour plein de raisons différentes, parce que financièrement ça va, etc. Mais faire ces pauses de 3-4 mois, parfois, ça permet de redessiner une carrière ou de dessiner une carrière nouvelle, de nouvelles orientations. Alors, il n'y a pas forcément besoin d'une maladie et qui nous oblige à rester enfermés à la maison. Enfin, c'est un peu ce que je veux dire. En l'occurrence, pour mon cas, cette pause de 3-4 mois n'a pas eu lieu parce que, on était confinés et donc du coup, j'ai refusé de passer 2 mois dans un 18 mètres carrés à Paris. Donc, je suis rentré, mais j'avais quand même cours même si c'était à 2h, 3h du matin, on avait quand même cours, etc. Et puis, en apprentissage, en contrat d'alternance, je travaillais quand même. Donc, en fait, ça nous a permis de voir qu'on pouvait travailler, continuer à travailler, continuer à suivre des cours tout en restant chez soi. Tout à fait. Et donc maintenant, on en vient quand même au cœur du sujet. Studizy, qui est donc créé pour notamment, tu vas me corriger au cas où, mais pour faciliter justement la vie des étudiants, faciliter le choix de leur cursus, de les aiguiller un petit peu dans leur installation. Donc c'est vraiment une entreprise qui est dédiée aux étudiants, c'est bien ça, pour les aider. Alors, ça n'a pas vraiment commencé comme ça, mais effectivement, aujourd'hui, Studizy, on accompagne beaucoup d'étudiants. C'est une agence qu'on a créée en mai 2021 et notre premier métier était d'être prestataire pour des écoles de commerce, des CFA. Donc, on fait de l'ingénierie pédagogique pour eux. On a une société de portage où on propose des professeurs aussi dans les CFA, que ce soit en Martinique, Guadeloupe, Guyane et sur la France hexagonale. On accompagne aussi des personnes, des investisseurs qui désirent créer leur formation ou bien des entreprises qui désirent créer leur CFA d'entreprise dans tout ce qui est ingénierie pédagogique, certification Calliope ou quoi que ce soit. Donc, de base, on a une activité vraiment B2B avec des centres de formation. Et puis, effectivement, sur ces problématiques, on a une activité que j'appelle l'activité B2C, où aujourd'hui, on propose plus de 170 écoles dans 35 pays différents. Et on accompagne les étudiants, on est une sorte si je peux dire, de Parcoursup Premium où on va accompagner l'étudiant dans son installation, recherche de logement, recherche de stage, d'alternance, recherche de prêts étudiants pour certains ou quoi que ce soit. Donc effectivement, c'est un service dédié aux étudiants. On peut considérer ça comme une conciergerie étudiante qui travaille. Notamment, on a commencé sur les premières années en Martinique, Guadeloupe, Guyane. Étant antillais, c'était important pour moi aussi d'aider les jeunes à partir faire leurs études. Alors, bien sûr, après, on a beaucoup été
critiqué sur le fait que on incitait les jeunes à partir et donc du coup on a vite aussi trouvé des partenariats sur les territoires pour pouvoir proposer en tout cas aussi aux jeunes qui n'ont pas forcément les moyens de partir des formations qui sont adéquates. Et puis aujourd'hui on accompagne, on a envoyé cette année une centaine d'étudiants sur en tout cas des dom-toms sur la France hexagonale ou dans d'autres pays comme le Canada, l'Australie, le Japon, mais pas que. On a aussi envoyé des étudiants de la France hexagonale vers des formations sur les dom-toms. J'ai même des étudiants du Guatemala ou encore de pays d'Afrique qui passent par nous pour qu'ils puissent venir intégrer des écoles en France ou à l'international. Donc oui, voilà, comme tu le dis, c'est totalement international à ce moment-là. Et vous avez également des partenariats avec des écoles partout dans le monde. Voilà, l'idée c'est qu'on représente, ces 170 écoles sont répertoriées avec nous, on a ces partenariats. On a des partenariats aussi avec des écoles, par exemple, spécialisées pour des entreprises. Donc, c'est-à-dire qu'on crée des classes dédiées avec des entreprises. Et puis, avec le système de l'apprentissage, ces classes dédiées, c'est une dizaine d'étudiants qui sont tous dans la même boîte. Et donc, du coup, avec des titres professionnels ou des bachelors, des masters, on arrive à créer des formations vraiment un peu à la carte avec les services RH de ces entreprises. Et après, on met en place toute l'ingénierie pour former ces jeunes. Mais moi, j'ai envie... bravo pour tout cela. Mais tu parles souvent de nous. Moi, j'aimerais savoir qui se cache justement derrière Studizi. Vous êtes une équipe de combien de personnes? Et puis aussi, est-ce que ça a été facile de pouvoir pénétrer un tel marché? Tu parles de 170 écoles partenaires. Vous êtes jeune. Comment on fait pour connecter tout ce monde? La petite histoire, Studizi a été créée par moi-même tout seul. C'est une SASU où je suis l'actionnaire majoritaire. On ne dort pas depuis 2 ans en fait. Voilà, exactement. On a décidé aussi de créer, bientôt en septembre l'année prochaine, on va devenir un centre de formation. Donc en fait, on a 2 structures. On a Studizi Paris et Studizi Martinique qui a ouvert l'an dernier. Et pendant 1 an et demi, j'étais seul. Mais ces partenariats, je les ai eus par la chance en fait d'avoir occupé un poste dans une très très grosse boîte qui est le leader mondial de l'enseignement privé et qui m'a ouvert ses portes justement quand on a fait une rupture conventionnelle. Donc le réseau joue beaucoup. Le réseau joue énormément. Et aujourd'hui, on est une petite équipe de 6, 3 à Paris et 3 en Martinique. Et puis vous avez un processus d'amélioration continue parce que vous avez forcément un retour sur ce qui marche moins. Exact. Et vous prenez en considération ces critiques positives comme négatives. Ces critiques positives comme négatives. Aussi, on fait beaucoup d'enquêtes auprès des étudiants pour connaître quelles sont les formations qui plaisent, qui sont recherchées. Donc, au départ, on était vraiment sur une verticale école de commerce. Et depuis, on intègre des écoles d'ostéopathie, des écoles de vétérinaire, des écoles de médecine en Roumanie. Enfin, on a des écoles de cuisine comme l'Institut Paul Bocuse, par exemple. Enfin, pas mal d'écoles comme ça qui nous accompagnent et donc du coup on diversifie les formations au fur et à mesure. Et est-ce que tu as pu déceler certaines spécificités par rapport au territoire ultramarin en termes de process ou autre? Oui, alors ça va être, je crois, après la question de Vanny, effectivement, mais on a une grosse problématique, c'est qu'aujourd'hui on travaille à l'international. Et ça a été aussi, c'est coûteux de voyager sur tous les territoires. Souvent, moi par exemple, je fais 1 mois à Paris, 1 mois en Martinique, quasiment tous les mois pour rencontrer tous nos clients. Et très bientôt va arriver en fait notre campus dans le métaverse qui sera en fait notre bureau à l'international où tous les étudiants auront accès. J'ai l'habitude de dire que ça ressemble un petit peu aux Sims. Mais effectivement, c'est un vrai campus où vous allez rencontrer de vraies personnes et que les étudiants vont pouvoir se former en simultané avec un seul et même prof, qu'il soit sur l'un des territoires des dom-toms ou encore en France hexagonale. En effet, ma question, c'était pour te faire parler du métaverse. Alors, si on peut commencer pour tout le monde et pour nous, qu'est-ce que le métaverse exactement? Donc, c'est des nouvelles technologies, bien entendu, mais de base, qu'est-ce que c'est?
Et oui, après, toi, tu t'en es servi pour les écoles, mais en quoi ça consiste? Alors, le métaverse, on appelle ça aussi souvent le Web 3.0 et une nouvelle, enfin, c'est vraiment un monde virtuel sur lequel on peut y avoir accès. Donc, beaucoup de personnes pensent directement aux lunettes de réalité virtuelle qu'on voit dans les campus. Ce n'est pas que ça. On a aussi des plateformes où on utilise un métaverse qui est sur nos ordinateurs. On n'a pas forcément besoin de lunettes. Peut-être que ça va venir au fur et à mesure, mais c'est vraiment un outil, en tout cas, un outil collaboratif qui, pour nous permet de proposer des formations à un maximum de personnes, tout en restant sur des formations en distanciel et qui permettent d'évoluer. Donc en fait, effectivement, Studizi aura ce côté formation au niveau des jeunes, mais on va devenir en France le premier salon de l'étudiant 100% ouvert en continu dans le métaverse. Mais quand on pense étudiant, on l'associe forcément à la jeunesse, mais tout à chacun peut avoir envie, que ce soit toi, je regarde ma voisine, moi, JM, de se reconvertir demain. Est-ce que ça peut être utilisé en parcours de formation continue lorsqu'on est déjà dans une entreprise? Exactement. Donc, via des contrats de professionnalisation qui sont ouverts à des personnes qui sont en reprise d'études. On n'a pas que des... Alors, on dit souvent étudiants, mais on n'a pas que des jeunes. J'ai même des étudiants qui sont plus âgés que moi qui reprennent leurs études. Et puis, on a vraiment ce côté où on propose et des écoles en distanciel et des écoles en présentiel, donc avec la possibilité de pouvoir se former en continu. Alors, tu es jeune, tu es entrepreneur, tu es dynamique. Ouais. La transition énergétique, les nouvelles mobilités, ça te touche? Oui, j'essaie de ramener un peu l'automobile. Ça faisait longtemps. Les gars, on est en train de s'écarter là. J'avais déjà préparé ma réponse. Moi, à Paris, je prends pas la voiture, on perd trop de temps et j'aime pas les transports. Donc moi, j'ai une trottinette électrique. Et ben voilà. Voilà. Non, mais tu as préparé ta réponse, mais tu as préparé ta réponse pour faire plaisir à JM. Mais la trottinette électrique, c'est le premier pas. Oui, voilà, c'est ça. Après, malheureusement, je suis sur un véhicule thermique en Martinique, mais en tout cas, à Paris, je suis plutôt sur l'électrique. En respectant les règles de sécurité. En respectant les pistes cyclables. Quelle question. C'est Vanny Lemouliet qui recevait donc Aymeric Alexandre, créateur de Studizi, une agence qui favorise donc la mise en relation des étudiants post-bac, post-licence avec les écoles qui peuvent les intéresser. Merci Bravo beaucoup pour l'invitation. Continue comme ça. Et je pense que tu vas te faire une copine, c'est Yona, qui est un peu finalement dans le même secteur quelque part, c'est le secteur de l'éducation, tout ça. Donc, oui, l'éducation, le numérique. La conversation peut durer derrière en off, il n'y a pas de problème. Oui, avec plaisir. Et puis vous serez tous invités à participer un jour à une conférence dans le campus. Oui, il y a des gens comme super. Ça, il y a des sujets comme ça qui sont convergents et des gens qui sont convergents finalement, et c'est ce qui fait l'évolution d'une société. On fait la pause pub, si vous êtes d'accord, on peut l'applaudir bien fort, Aymeric. Merci. Et on se retrouve dans 5 minutes. Et donc vous êtes de retour à l'Arobase, comme chaque vendredi soir, le restaurant qui se situe au Casino Batelière Plaza. Alors vous êtes de retour avec les experts automoto de la bande AGM qu'on applaudit bien fort s'il vous plaît. Allez, on les applaudit bien fort, bravo. On se retrouve un mardi sur 2 avec nous pour dîner en musique et en festivités. On fait bien évidemment, on partage ce repas avec la star du Zouk, Orlan, qu'on applaudit bien fort. Allez, on applaudit bien fort, bravo. Nous avons également Éléonore Théodos, que l'on applaudit bien fort, Vanny Lemouliec, Yona Namrit, Jimmy Tomer, Éric Rouget et bien évidemment JM de la bande à JM. Allez, sans oublier évidemment Andrea Tufano. Merci à vous, c'est toujours un plaisir, mais surtout c'est un plaisir de remercier toute l'équipe de l'Arobase qui nous reçoit ce soir et un grand merci à nos partenaires, j'en perds ma respiration. Ouais, ça arrive. Mais surtout un grand merci à nos partenaires, au Crédit Mutuel Antilles-Guyane, à Speedy Martinique et à Jo Magazine. Et bien évidemment, on n'oublie pas gtmag.fr.
Et merci à vous. Et c'est vrai que c'est gtmag.fr qui produit cette émission Exactement. avec Label Web. Donc, ce soir, donc, dans ces dernières 20 minutes, on va les diviser en deux d'ailleurs, parce qu'on a des gens, on avait beaucoup de gens et on a des gens très intéressants. Et en particulier, on va laisser la parole à Éric Rouget, même si on va l'apprendre aussi un petit peu quand même, hein, pour parler de contrôle technique moto, parce que crac, boom, here, ça y est, le 15 avril 2024, le 15 avril, voilà. c'est fini, c'est 50 balles en moyenne, hein, en gros. C'est pas une question de prix, on va voir ça, mais c'est toujours ça. Alors il y a les pour, il y a les contre, on va voir que, comment dire, la Fédération des motards nationale est toujours en colère. Est toujours en colère. D'ailleurs, a même fait un recours auprès de l'État pour essayer d'annuler cette décision. Après plusieurs recours déjà. Mais c'est l'ultime recours là, hein, parce qu'a priori la loi va passer malgré tout. En fait, c'est la loi européenne qui prime maintenant, donc. Oui. Donc on va être obligé de passer par là sûrement, même après tous les recours, hein, de toute Alors façon. il y a les pour, il y a les contre. Alors les pour, on va pas parler des pour, on va parler des contre. Alors justement, la Fédération des motards, qu'est-ce qu'elle dit en particulier? Elle dit oui, mais vous comprenez, on peut pas rouler avec une moto qui aurait des roues voilées, qui marcherait pas, qui freinerait pas, parce qu'on serait mort très vite. La plupart des motards sont des passionnés, comme Eric, qu'on reçoit ce soir. Hein. On va y venir, Eric. Ce sont des passionnés, et donc du coup, ils font extrêmement attention à leurs véhicules. Donc leurs véhicules sont en état, en règle générale. Après, on arrive parfois, comme ici en Martinique, où on n'a pas toujours des véhicules en bon état. Donc c'est encore une nouvelle c'est tout le paradoxe du problème finalement, c'est qu'il y a des véhicules en bon état en majorité, mais que les 10% restants qui ne sont pas en bon état peuvent poser problème, entre autres avec le bruit. D'ailleurs, on peut demander à Éléonore si l'accidentalité sur les deux roues, si la cause du véhicule qui n'est pas en état rentre. Ouais, est-ce que c'est une des causes principales ou pas? D'ailleurs, est-ce que tu sais, dans les accidents mortels, très souvent, c'est pas tant à la limite les informations sur la moto en elle-même. Moi, ça, je ne l'ai pas. Par contre, ça va être par rapport au conducteur qu'on va avoir les informations. C'est l'équipement qui va rendre compte, mais le manque rarement l'état du véhicule. En même temps, je suis pas certain qu'il y ait des sondages faits par la gendarmerie ou autre pour savoir si la moto avait. Non, mais pour finir, si la moto avait des freins ou pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué. Mais par exemple, on va quand même regarder sur l'accident, les pneus, etc. Ouais. Donc on va voir si la moto était en état ou non. Alors, on se tourne vers ton invité, qui est donc Éric Malody, qui détient aujourd'hui en Martinique. Vous le savez, vous le connaissez, c'est Bip Bip Location. Pourquoi? Parce qu'on vous voit beaucoup sur Facebook. Oui. On voit le démarrage des motards partir de chez vous avec la location de moto donc, que vous proposez. Donc c'est intéressant parce que donc, on peut louer des motos, vous allez nous en parler. Alors vous en pensez? Je pose la question, tu la poses? Contrôle technique, vous qui êtes un spécialiste. Moto, bien sûr. Moi, je dirais. Alors, il faut bien parler proche de votre micro. Ok. Donc, bonsoir à tout le monde. Donc, effectivement, c'est vrai qu'il y a deux parties. Alors, dans le contrôle technique, il y a une partie pour, une partie contre. Donc, la partie pour, comme elle est moins longue, donc c'est pour, effectivement, en cas de revente du véhicule. Donc, c'est vrai que s'assurer que le véhicule soit en bon état de fonctionnement. Mais comme Eric l'a très bien précisé, c'est vrai que la majorité des motards sont des passionnés, puisque la moto reste quand même un loisir. Donc les gens, ils font attention. Et c'est vrai que ce côté-là, on assimile ça du racket, du fait que nous, motards, vrais motards passionnés, on entretient nos véhicules. En même temps, pourquoi il y aurait un contrôle technique auto et pas un contrôle technique moto? Exact. Parce que en fait, voilà, nous on est quand même moins présents sur les routes, c'est-à-dire qu'on est quand même moindre par rapport. Oui, il y a moins de motos que d'autos. Exactement, et ça reste des véhicules de loisirs. Les gens, ils prennent pas leur moto comme ils prennent leur voiture, donc ils en prennent soin en fait. Voilà, c'est pas un outil c'est pas un utilitaire. Voilà, Alors, j'ai une question. Est-ce qu'il s'agit justement d'une problématique uniquement financière? C'est-à-dire que si on imposait à tous les motards justement de se rendre dans un centre pour faire un contrôle technique gratuit, sans frais annexes, est-ce que ça serait bien perçu ou c'est vraiment une toute autre logistique mentale par rapport au fait qu'on impose ce contrôle technique, ou est-ce que c'est vraiment la question purement financière? Parce que c'est quand même assez intéressant de voir d'où vient vraiment le problème. Oui, comme c'est précisé, oui, je pense que le côté financier, fait partie du mécontentement de la population motarde. Oui. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça, c'est ce côté rebelle et de liberté un petit peu du motard
motard qu'on va entraver un petit peu en le faisant passer par un centre de contrôle technique qui va gêner de nouveau les motards qui sont vraiment des passionnés. Alors là, je vais sortir la mienne, si tu es d'accord. J'ai toujours appris dans ma vie, la confiance n'empêche pas le contrôle. Ah, ça c'est bien vrai. Alors tu réponds à quoi? Tu réponds à ça à quoi? Comment? Vas-y, dis-moi. Non, on est dans le dur là, vas-y. Non, mais moi je pense réellement que... alors j'ai les deux côtés, moi. En plus, j'ai les deux côtés. J'ai le côté de la loi et le côté de l'esprit du motard. Oui, parce qu'Éric Rouget est un ancien motard gendarme. Donc j'ai vu les accidents, j'ai vu et j'ai le côté passionné comme tu le sais Eric, puisqu'on se croise souvent ou sur la route ou sur la course de moto et je suis pris entre ces deux choses-là. Je pense qu'il faut faire un contrôle technique, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le font pas quand même et que ça peut causer certains accidents. Mais en même temps, j'ai ce côté de liberté par rapport à l'utilisation de la moto qui reste le plus souvent un loisir, pas toujours, mais le plus souvent un loisir. Et donc j'ai ce côté rebelle quand même quelque part aussi. Et c'est dans l'état d'esprit des motards en fait. Alors si je peux me permettre, qu'est-ce qui vous empêche de continuer à être libre et à exercer votre liberté avec un contrôle technique? C'est quand même assez contradictoire. C'est la moindre contrainte. Bonne question. C'est une histoire de contrainte, c'est pas une histoire. C'est la moindre contrainte qu'on va provoquer chez le motard, ça va lui hérisser le poil. Ah oui, mais ça après. Et pour les automobilistes, non, c'est juste une histoire de sécurité en réalité. Ouais. Parce que vous disiez tout à l'heure que c'est un loisir. Oui, je suis complètement d'accord. Je connais des personnes qui ne se déplacent qu'en moto, qui n'ont même pas de voiture. C'est leur voilà. Ça peut être un outil. Il y en a qui roulent la moto, ils n'ont même pas de permis aussi. Hein. Oui, voilà aussi. Donc c'est quand même un bon moyen de contrôle parce que en effet, quand on va se présenter au contrôle technique, il faut présenter une carte grise. Il y a quand même un certain nombre de choses au-delà du côté mécanique qui sont vérifiées. Voilà. Après, il y a le côté, par exemple, est-ce que les gens normaux vont faire le contrôle technique? Pour la plupart. Mais ceux qui sont délinquants de la route, on va dire, eux, ils n'ont pas de permis, ils n'ont pas d'assurance. Le contrôle technique, ils ne vont pas s'en occuper beaucoup. Alors, j'ai juste une toute petite question. Est-ce qu'il s'agit aussi de réticence par rapport au contrôle technique? Parce que sachant que c'est surtout un loisir et qu'on est face à des passionnés, de pimper un peu la moto en mettant des pneus qui ne sont pas forcément adaptés, en mettant des jantes qui ne sont peut-être pas forcément adaptées. On va laisser répondre Eric Malody. Ouais. J'allais y venir, effectivement. Et c'est là où ça contraint un petit peu le contrôle technique. Voilà, c'est ça. En fait, sur le côté sécuritaire, c'est-à-dire tout ce qui est éléments de freinage et tout ça, là, moi je suis 100%, même 200% OK. Maintenant, c'est vrai que tous les motards, on va... par exemple, vous avez une certaine tranche de motos qui sont les Harley. Elles ont un niveau sonore qui est plus important que la moyenne. Et la quasi-majorité des motards vont mettre des silencieux d'échappement, donc ils seront au-delà du niveau sonore légal. C'est 86 décibels, il faut se rappeler, maximum. Voilà. Ouais, c'est ça. Si demain il y a la radar Méduse qui arrive... par le contrôle technique, Jean-Marc, ça. Le contrôle technique ne va pas prendre en compte les échappements parce que les établissements ne sont pas équipés pour l'instant. C'est pas l'information que j'ai, je te dis tout de suite. A priori, le bruit sera bien pris en compte. Mais dans quelques années, pas tout de suite. Oui, mais c'est à prévoir. Alors, on est obligé de s'arrêter parce que malheureusement, ça est déjà terminé. Bip location, ça fonctionne du feu de Dieu. Oui, j'avoue. Ça marche. Il y avait une vraie demande, oui. Alors, l'idée, c'est quoi? C'était justement de proposer à peu près n'importe quelle moto. C'est-à-dire avant le permis A2 et après le permis A2. Voilà. Et pouvoir partir, par exemple, le week-end déjà. C'est ça. Alors, on avait différents forfaits, ça passe de la journée à la longue durée. Ouais. Et c'est vrai qu'il y avait une vraie demande des Martiniquais aussi et des touristes. Donc, que ce soit les locaux ou que ce soit les touristes, c'est vrai que la demande... Plusieurs types de motos en plus. Oui, exactement. Il y a très diversifié. Très diversifié. Ouais. Donc, on a des motos un peu sportives, un peu plus touristiques. Voilà, exactement. Des motos pépères et des motos un peu plus nerveuses. C'est ça, voilà, exactement. On remercie Eric Malody, si vous êtes d'accord. Je suis désolé, on avance. Il faut qu'on avance. On parler longtemps. Il y a Yona Amrit qui me fait de la tête depuis tout à l'heure. Donc voilà. Bip location, Eric Malody, on l'applaudit bien fort. Merci. Allez, on se tourne vers Yona Amrit, si vous êtes d'accord, qui reçoit Xavier Simacourbe, président du collectif Web Monster. C'est un collectif de 500 développeurs, c'est pas rien, 500 développeurs ultramarins. Et on parle de quoi finalement
Yona? Ben écoute, on va continuer sur cet élan de liberté amené par Eric. Voilà, je sais qu'on est en novembre, mais j'avais bien envie qu'on fasse un petit récap. Par rapport au mois d'octobre, c'est vrai qu'il a été riche en émotions, notamment avec la sensibilisation sur la Ligue contre le cancer du sein. Donc on n'oublie pas effectivement, bien sûr, de faire attention aux signes, aux douleurs chez les femmes comme chez les hommes. C'est le mois de l'arrêt de la cigarette aussi. Aussi. Le mois sans tabac. Mais attention, c'était aussi le mois de la cybersécurité. Oui. Voilà. Et donc, c'est vrai que quand on parle cybersécurité en Martinique, bien souvent, malheureusement, on fait le lien avec la cyberattaque, qui a eu lieu à... CTM. Enfin, oui. On n'avait pas trop envie de nommer, mais effectivement, pour notre institution, la CTM. Et moi, j'avais envie... justement qu'on puisse sortir un petit peu de ce carcan négatif et plutôt mettre le faisceau lumineux sur les professionnels qui justement œuvrent jour après jour pour faire de la tech un milieu sain, safe et inclusif. Et donc, comment parler de tech, du monde numérique ultramarin, sans parler du collectif Web Monster, qui regroupe près de 500 professionnels du monde numérique. Alors, ce n'est pas uniquement des développeurs, ils sont de tous bords et originaires des îles, donc Guadeloupe, Martinique. Et aujourd'hui, donc, j'ai l'honneur d'intégrer Xavier Simacourbe, qui est le fondateur. Donc, bonsoir Xavier. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu peux nous présenter ton collectif et nous en dire un petit peu plus sur son origine? Alors, le collectif Web Monster a été créé au mois de juin 2022. Il s'est construit sur une technologie connue qui s'appelle Discord, qui permet, comme sur WhatsApp, de communiquer en direct, de faire des vidéos, de partager des fichiers. Et petit à petit, on est allé au-devant, donc on a été inclusif, on a été au-devant de chaque professionnel. On a présenté le collectif et ils sont venus massivement. Voilà. Alors, tu me disais en off que ça fait déjà 1 an et demi que le collectif est créé. Et donc, moi, j'avais envie de connaître un petit peu ton super pouvoir. Comment on fait pour réunir 500 professionnels du monde du numérique, quoi, et des ultramarins, des locaux? Dis-moi tout. Déjà, ça fait 32 ans que je fais ce métier, donc je dois avoir une certaine crédibilité en face de mes interlocuteurs. J'ai travaillé dans 55 entreprises aux Antilles. Donc je connais un peu de monde, mais c'est pas forcément le monde que je connaissais qui est venu. C'est tout type de personnes, puisqu'on a des personnes qui ont 16 ans, qui sont au lycée, et on a des personnes qui sont à la retraite. Donc on a vraiment un éventail complet. Ils viennent parce qu'il y a un vrai manque de communication entre les professionnels, il y a un besoin de construire un écosystème sain, tu l'as dit, et il y a cette menace, en effet, qui nous arrive dessus, c'est la cybersécurité. Et c'est quelque chose qu'on doit prendre au sérieux, vraiment, pour les générations à venir. Alors, c'est vrai qu'en préambule, j'ai mis l'accent sur le domaine de la cybersécurité, mais c'est vrai que vous ne traitez pas uniquement de cette thématique. Vous êtes pluridisciplinaire. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur les différents profils? Oui, c'est-à-dire que oui, la cybersécurité, c'est quelque chose de natif. C'est-à-dire qu'on y pense dans tous les projets, mais on ne fait pas que de la cybersécurité. On a une quarantaine de thématiques qui sont couvertes sur Web Monster. On a des designers, des gens qui font du design avec des concepts amazoniens. On a des gens qui font de l'intelligence artificielle. On a des gens qui étudient les données. On a des administrateurs système. On a des patrons d'entreprise du numérique. On a vraiment tout type de profil. Ils sont tous concernés, ils ont tous les mêmes problèmes, donc ils sont très bien ensemble. Ben justement, tu nous parlais justement de ces jeunes de 16 ans, donc on va dire quelquefois fraîchement diplômés. On fait le lien aussi avec toi, qui a un certain bagage, de l'expérience dans le domaine. Ce que j'aime aussi, parce que je me suis fait un petit peu espionne quand même, ok. Et j'ai vu qu'il y avait vraiment ce lien de transmission, de partage d'expérience, de méthodologie au sein de votre collectif. Et ça, je trouve ça balèze en fait. Est-ce qu'il n'y a pas de difficulté en soi? On abat les âges, on abat les sexes et on y va, on parle la même langue, c'est ça? Alors, je vais résumer ça à une pratique dans l'informatique qui s'appelle la veille. C'est-à-dire qu'à partir du moment où
tout le monde a la même information. Donc là, en l'occurrence, les 500 personnes sont au courant du même problème ou de la bonne solution à adopter en cas de problème. Tout le monde progresse au même niveau. Tout le monde est au même niveau. Donc WebMonster a décidé de faire des formations gratuites. Elles ont lieu principalement le mardi et le jeudi. Et on parle de tous les sujets. Ça peut être aussi une rencontre avec un chef d'entreprise pour qu'il nous parle de ses problématiques. Ça peut être un audit. Ça peut être un jeu. On fait des jeux un peu liés justement à l'écosystème, comme un site internet par exemple. On va l'étudier pour voir est-ce qu'il a été bien fait. Et quelqu'un qui a 16 ans, par exemple, qui est encore au lycée, par exemple à Saint-Pierre, il va se confronter avec quelqu'un qui a peut-être 30 ans d'expérience. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas gagner le jeu finalement, parce que peut-être il va être plus débrouillard pour trouver les erreurs qu'il y a dans le site, etc. Donc ça met tout le monde au même niveau. Et il n'y a pas de... Les gens viennent avec un pseudo, il n'y a pas de sexisme, il n'y a pas de différence d'âge. Ouais, voilà, c'est ça. Tout est nivelé. En fait, on ne sait même pas qu'il a 16 ans, sauf s'il le dit. Il ne peut pas y avoir des hackers? Bien sûr qu'on a des hackers. Ouais, qui se oui, ça s'appelle des hackers éthiques. D'accord. Mais justement, tu sais... C'est la dernière question, parce qu'on est arrivé à la fin. D'accord. Bon, alors du coup, on va switcher celle-là. Moi, j'aimerais quand même... Elle s'adapte, La transition énergétique. La commission énergétique. Ça faisait longtemps. Non. Nous, on a travaillé sur le sujet. Je voulais quand même que tu puisses nous parler des actualités, en fait, du collectif. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, c'est vrai que si vous voulez plus d'informations, il y a au moins 2 gros événements qui sont tout à fait différents. Donc le premier, ça s'appelle la Nuit de l'orientation au stade Pierre Aliquer, qui concerne tous les jeunes et leur orientation professionnelle. On aura un stand et on donnera une conférence à 19h. Voilà, c'est samedi 18. Et, samedi 18 novembre, c'est ça? Oui, exactement. Et le NEC Martinique, qui est le salon très important pour les professionnels de l'informatique et de l'inclusion numérique, qui aura lieu à l'IMS. Et là aussi, on sera présent. C'est des dates très importantes pour nous. Je voudrais dire un petit mot, oui, si bien vous sûr. permettez. Allez, rapidement, allez-y. Mais c'est pour Orlan. Oui. Un petit hommage à ma fille qui s'appelle Maïna Orlan. Parce que Orlan, voilà. T'étais mon coup de cœur de jeunesse. Super. On verra de tout dans cette émission, c'est fabuleux. Eh ben, donc, bravo à toi. Merci donc à Xavier Simacourbe, président du collectif WebMonster, collectif de 500 développeurs. Donc on a vu Ultramarin. Merci à Yona donc, de l'avoir invité. Vous étiez donc avec les experts automoto ce soir à l'Arrobase, le restaurant dîner-spectacle du Casino Batelière Plaza, avec toute l'équipe de la bande AJM qu'on peut applaudir bien fort encore une fois. Vous savez maintenant, tous les 15 jours, on sera donc le mardi soir ici pour enregistrer. Merci à Eleonore Théodose qu'on peut applaudir bien fort. Merci à vous tous. Andrea Tufano. Un grand merci. Dany Lemouliec, Yona Namrik, Ginny Tomer, Éric Rouget, JM de la bande AJM, bien sûr. Rappelez-vous que cette émission est produite par gtmac.fr. Allez jeter un œil, vous verrez. On fait donc 2 essais par semaine. Comment? On fait beaucoup de choses. Ben oui, on fait beaucoup de choses. Surtout beaucoup de voitures. Exactement, c'est vrai. Cette émission est diffusée donc tous les vendredis soirs à 19h sur Maxi Martinique, en simultané vidéo, justement sur gtmac.fr. Merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane, merci à Speedy Martinique, merci à Géo Magazine. Enfin, merci à toute l'équipe de l'Arrobase de proposer ce dîner-spectacle tous les 15 jours avec la bande AJM. Merci à Marilyn Malmain, auteur, compositeur, interprète, on peut lui dire bravo, avec son super titre Rendez-vous qu'elle nous a interprété tout à l'heure. Si vous êtes donc à l'Arrobase, vous pouvez bénéficier donc de cette possibilité d'écouter nos artistes invités dans l'émission. Donc n'hésitez pas à réserver auprès de l'Arrobase. Merci donc à Émeric Alexandre de Studizy. Donc rappelez-vous, c'est donc cette association, on peut le dire, c'est ça? C'est une association. Une entreprise. Pardon. C'est une entreprise. Une entreprise, voilà, donc qui est dédiée donc à la mise en relation des étudiants avec leurs futures grandes écoles. Et merci donc à Bibip Location, Eric Malody d'avoir été là dans l'émission.
Et puis, dès lundi, vous retrouvez Apolline de Malherbe et son invité qui fait l'actualité du moment dans sa matinale sur RMC, diffusée sur Maxi Martinique, suivi du Moscato Show. Ouais, Moscato Show et de Vincent Moscato. On vous souhaite une excellente soirée, un bon repas si vous n'avez pas encore mangé, nous c'est fait. Et puis, à la semaine prochaine. Au revoir. Ouais, bravo. Bonne soirée.